je vous suggère de couper vos micros et surtout de couper votre vidéo de manière qu'on puisse l'écran soit pas trop encombré parce que il faut savoir qu'on est en train d'enregistrer ces webinaires pour après pouvoir le diffuser à vos collègues et à tous ceux qui aujourd'hui ne pouvaient pas être avec nous. Une autre question technique, c'est, comme vous l'avez peut-être lu dans le chat, l'équipe DAM est en charge de collecter les questions. On aura un petit quart d'heure à la fin du webinaire qu'on a prévu justement dédié spécialement pour la réponse aux questions. Néanmoins, on soupçonne que les questions seront plusieurs et pour ne pas engendrer de frustration, on s'engage à transcrire vos questions sur un document Word, à y répondre et ensuite à vous faire parvenir un document complété ainsi que les supports de présentation que vous verrez aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les côtés techniques. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là aujourd'hui parce que EAM est une association qui est née récemment, à la rentrée 2020, sur initiative des Jean Arthuis et d'autres réseaux de l'apprentissage en France, les Compagnons des Devoirs, CCI Île-de-France, CMA et le CNEAP et plusieurs autres acteurs. On est là pour l'association vise d'élever les obstacles à la mobilité des apprentis, mobilité tout court avec un focus spécifique sur la mobilité longue. Donc, on a bien détecté, suite à l'expérience pilote 2016-2019, qu'un des obstacles qui reste est celle de la validation des formations à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a initié ce travail en synergie avec les ministères de l'Éducation nationale et les experts ECVET. L'idée, c'est de pouvoir continuer tout au long de l'année. Donc ça, c'est un peu une réunion presque des kick-off. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer tout au long de l'année à vous accompagner, à collecter les remontées du terrain sur les expériences que vous êtes en train de vivre, les problématiques que vous êtes en train de rencontrer et pouvoir y répondre au fur et à mesure de manière très pragmatique et avec le but ultime de vous permettre de mettre en place une mobilité certificative. Un autre élément qui nous fait penser que c'est quand même très important s'engager sur la démarche de l'internationalisation des organismes de formation, c'est la labellisation Qualiopi, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, qui va être obligatoire à partir de janvier 2022 et qui, parmi ces critères, il y a bien les critères d'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement, avec l'indicateur que les prestataires doivent disposer d'un personnel dédié à la mobilité européenne. Donc, voilà en quelques mots les pourquoi du comment on est ici. Je souhaite présenter les intervenants de ce jour qui sont ici avec moi, Brigitte Roquemet, Sébastien Béger et Thierry Joseph, expert ECVET. Et je laisse la parole du coup à Brigitte Roquemet. Brigitte. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je suis très heureuse d'être parmi vous. Les habituels problèmes techniques des webinaires se posent cette fois pas sur le son mais sur l'image me concernant, donc c'est un peu curieux, mais ce qui importe c'est qu'on puisse s'entendre. Juste un petit mot d'introduction, d'abord pour remercier Paola de l'organisation de ce webinaire. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Souligner en un mot que la question de la mobilité en formation professionnelle, pour nous, est un enjeu fort. C'est un élément de politique tout à fait marquant. Et c'est pour cela que le Code de l'éducation prévoit explicitement qu'en formation professionnelle, on puisse, au cours de sa formation, effectuer une mobilité transnationale, au-delà même de l'Union européenne. C'est bien une mobilité internationale. Et que cette mobilité puisse s'effectuer en établissement de formation ou en milieu professionnel, sous réserve de l'établissement d'une convention.
Alors cette mobilité, elle peut être formative, elle l'est toujours. On sait qu'il y a des acquis, de toute façon, des acquis de la mobilité sont réels, mais elle peut être certificative. Et c'est vrai que, notamment lorsqu'elle est de longue durée, c'est particulièrement important de pouvoir prendre en compte dans la délivrance du diplôme les acquis de la mobilité. Et cette délivrance, elle peut se faire de la manière la plus favorable si on a la capacité de déléguer à un partenaire étranger, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un centre de formation ou des deux, si on a la capacité de déléguer tout ou partie de l'évaluation des unités et des épreuves du diplôme préparé par le jeune. Car sinon, effectivement, les acquis de la mobilité ne se sont pris en compte qu'indirectement, je dirais, au travers des épreuves d'examen. Et cette capacité pour le centre de formation ou le lycée à déléguer une partie de l'évaluation du jeune en mobilité, elle repose sur le contrôle en cours de formation, d'où l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, où on va commencer par parler du contrôle en cours de formation et des conditions d'habilitation au contrôle en cours de formation, puisqu'au fond, le contrôle en cours de formation, c'est le certificateur qui, sous réserve d'un certain nombre de conditions qui ont été assez largement allégées, reconnaît au centre de formation la possibilité de mettre en œuvre une partie de l'évaluation certificative et donc de la déléguer sous réserve d'un certain nombre de conditions de qualité. Voilà, c'est juste un petit mot pour expliquer le pourquoi de ce cheminement que nous aurons aujourd'hui, le contrôle en cours de formation comme un levier très important pour avoir des mobilités certificatives. Par ailleurs, nous y croyons beaucoup au contrôle en cours de formation, donc c'est particulièrement important de le développer dans le cadre de la mobilité, même si ça a aussi sa qualité en dehors de toute mobilité. Et puis, en fin de l'ordre du jour, on parlera de la question de l'unité de mobilité, l'unité facultative de mobilité. Et là, c'est juste pour dire que le sujet, c'est la mobilité longue, mais la mobilité longue, elle est plus facile à mettre en œuvre parfois lorsqu'on a commencé par une mobilité courte et qu'on se familiarise progressivement avec la mobilité. Pour nous, c'est un continuum. C'est-à-dire que plus on a fait des mobilités courtes, de courte durée, et plus on les a fait tôt dans son cursus de formation, plus on sera en capacité de partir sur une mobilité longue. Voilà, je ne suis pas plus longue parce que les deux intervenants qui me suivent vont vous apporter beaucoup plus de contenu. Sébastien? Oui, donc bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc Sébastien Beuget, je suis chef du bureau donc, des lycées professionnels de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à la DGESCO. Et suite aux propos introductifs de Brigitte, je vais vous proposer une présentation sur le volet du contrôle en cours de formation. Alors, pour que vous ayez un peu les éléments de structuration, je vais à peu près avoir une dizaine de minutes sur cet objet-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse voir ensemble un peu les principes du contrôle en cours de formation pour qu'on soit bien tous d'accord sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Ensuite, je vous présenterai les éléments par rapport à l'habilitation au contrôle en cours de formation pour que vous ayez bien en tête effectivement ces éléments en termes d'habilitation. Et puis, je terminerai mon propos en resituant un peu justement, alors Brigitte l'a évoqué au travers de l'international, mais aussi sur la plus-value du contrôle en cours de formation et sur les possibilités qu'il offre, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Voilà un peu sur l'ensemble du cheminement. Alors, je ne sais pas si vous... Oui, le diaporama, du coup, va s'afficher. Voilà, on va passer à la diapositive numéro 3 directement, puisque les deux premières diapositives sont plutôt des diapositives de présentation. Voilà, alors, mon rappel sur les principes du CCF va se préciser en 4 temps. Un temps sur la logique de certification, un temps sur la logique de l'évaluation, un temps sur qui sont les évaluateurs et un temps sur les modalités d'évaluation pour que vous ayez vraiment l'ensemble des éléments. Alors le premier volet qui est intégré ici sur les principes du CCF, c'est effectivement l'entrée par la certification, parce que le contrôle en cours de formation est bien une modalité de certification qui est proposée. Hein, elle est présente au sein des référentiels de certification des diplômes professionnels. Et donc, on est bien sur un volet de la certification et non pas sur un volet de la formation. Donc, c'est une épreuve, effectivement, des épreuves qui vont venir ponctuer le parcours de formation de l'élève, de l'apprenti, de l'apprenant plus globalement vers la certification. Ça signifie qu'on a un cadre
qui est défini. C'est pas comme une évaluation formative qui va être réalisée. Il y a un cadre qui est défini. Ce cadre, il est défini au sein du référentiel de certification. Donc, on sait à quelles unités du diplôme il s'applique. On sait quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances, les savoir-faire qui seront évalués et l'organisation, effectivement, qui est associée. Exactement sur le même schéma qu'on peut avoir cette définition pour les épreuves ponctuelles en termes de structuration. Et donc, je dirais que sur la mise en œuvre du contrôle en cours de formation, le référentiel de certification est réellement un cahier des charges pour l'enseignant ou le formateur qui va être en charge effectivement de mettre en place ce contrôle en cours de formation pour l'unité concernée. Sur le volet de l'évaluation, je le disais par rapport au référentiel de certification, il n'y a pas de différence certificative en termes de modalité, en termes de mise en œuvre, je dirais, entre le CCF et le ponctuel. On reste bien sur une logique certificative. Après, ce qui va être modifié, c'est la logique et les modalités d'organisation de cette épreuve certificative. Mais on reste bien sur un volet certificatif. Ça signifie que quand on fait du contrôle en cours de formation, le formateur ne fait pas ce qu'il veut. C'est écrit effectivement, au référentiel de certification. Ça signifie que chaque épreuve ou chaque sous-épreuve, on va avoir des situations d'évaluation qui vont être prévues, qui sont prévues bien entendu en nombre limité, parce que l'idée, c'est pas d'en faire quelque chose de chronophage et qu'on arrive bien à l'articuler avec le processus de formation. C'est souvent une des questions qui sont posées autour de ce processus de certification par CCF. Donc, il y a vraiment la volonté, quand on écrit un référentiel de certification, de s'assurer qu'il est compatible avec le processus de formation qui va être proposé en parallèle. Donc, il y a vraiment une recherche d'articulation qui se fait entre les deux là-dessus. Et l'idée, c'est que, comme c'est décrit au référentiel de certification, on n'est pas sur une logique où on fragmente complètement les compétences, les connaissances, les savoir-faire qui sont évalués, mais on est sur une recherche effectivement de cohésion d'ensemble là-dessus. Donc, on n'est ni sur une volonté d'enchaînement effectivement d'un ensemble de petites évaluations, ni sur du fractionnement des compétences qui sont visées, mais vraiment sur la base des situations d'évaluation qui sont proposées, d'avoir effectivement quelque chose qui se construit de cette manière. En ce sens, on le dissocie bien de la notion de contrôle continu. Hein, on n'est pas du tout dans la même logique, c'est bien des temps d'évaluation qui sont organisés sur le temps, sur le processus de formation, de manière à pouvoir procéder à une évaluation qui aboutit à la certification au cours de la formation. Alors effectivement, sur la diapositive suivante là, qui est présente, puisqu'on est sur des évaluations qui se réalisent au cours de la formation, les évaluateurs sont effectivement les formateurs qui ont, donc là dans le cas présent aujourd'hui, les apprentis en formation. Et donc de ce fait, les modalités d'évaluation ont la possibilité effectivement d'être adaptées à cette organisation générale mise en œuvre que ne permet pas effectivement l'organisation sous la forme d'épreuves ponctuelles. Ça signifie que dans le processus d'évaluation contrôle au cours de formation, on préconise qu'on évalue le candidat une fois qu'il a atteint le niveau requis. Alors, très souvent, on appelle ça quand le candidat est prêt, mais l'idée, c'est vraiment ça, on a la possibilité de donner le temps, je dirais, au candidat sur son processus de formation, de pouvoir avoir les compétences attendues pour la passation de l'épreuve. Au même titre que pour l'épreuve en ponctuelle, on est bien sur une évaluation par sondage, et c'est ce qui dissocie justement du contrôle continu, hein, où le contrôle continu, comme on est sur toutes les évaluations qui sont conduites tout au long du processus de formation, on est bien sur l'intégralité des compétences et des connaissances qui sont évaluées. Là, quand on est sur le contrôle en cours de formation, on est bien sur le prélèvement, sur le sondage, effectivement, de compétences, de connaissances, de savoir et de savoir-faire, effectivement, à évaluer. Grosse souplesse, je dirais, apportée par le contrôle en cours de formation, c'est aussi de pouvoir tenir compte, et là, toute son importance aujourd'hui sur le thème de l'international, de pouvoir tenir compte du lieu où se déroule la formation. Puisque, du coup, la temporalité, je dirais, est associée au processus de formation et donc est associée également au lieu où la compétence en tant que telle est acquise. Et ça permet en même temps une adaptation au contexte locaux et aux équipements. Hein, si le contrôle en cours de formation est né par la voie professionnelle, c'est bien justement parce que on a plusieurs lieux d'acquisition de compétences qui sont mises en œuvre et que ça nous paraissait intéressant que l'ensemble de ces lieux contribuent à l'évaluation certificative qui est proposée aux jeunes qui sont intégrés, aux moins jeunes d'ailleurs, aux adultes qui sont intégrés sur le champ de la formation professionnelle.
Voilà un peu sur la base de ces principes et cette diapositive un peu qui permet de bien synthétiser un peu la logique dans laquelle on s'inscrit. Dans le premier volet, donc quand on est sur les épreuves terminales ponctuelles, on a bien un processus de formation qui se déroule. Hein, alors en général calé sur une année scolaire, même si on le verra pour l'apprentissage peut-être de moins en moins. Et à l'issue de ce processus de formation, un processus de certification qui fait que tout ce qui a été abordé au cours du processus de formation est évalué par le biais de situations d'évaluation, d'épreuves sous épreuves mises en place à la fin du processus. Dans le processus lié au contrôle continu, on a bien le processus de formation qui se poursuit, mais avec effectivement simplement une partie donc, qui est précisée au référentiel de certification des épreuves qui sont évaluées sous la forme ponctuelle terminale. Donc, on a toujours de toute façon des épreuves ponctuelles terminales qui sont proposées, mais avec, à l'intérieur du processus de formation, des jalons qui sont proposés pour que ces différentes épreuves en cours de formation puissent se mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est vraiment on évite de concentrer toute la partie certificative à la fin du processus et qu'on l'intègre effectivement progressivement. Et ça permet d'avoir un processus de formation et de certification à certains moments qui coexistent dans le fonctionnement. Alors, bien entendu, dans le cadre de cette mise en œuvre, on va avoir des logiques qui vont pouvoir être un peu différentes. Il faut remonter peut-être à la diapositive précédente. Alors, c'est pas dans l'ordre où c'est laquelle. Alors, revenez après. Alors, Paola, pardon. Encore la suivante. Attendez, il y a un petit pépin technique. Celle-là. Je continue du coup sur le. En même temps, donc, là on le voit, donc le processus prévu est qu'effectivement, du coup, certaines épreuves certificatives se déroulent en parallèle, effectivement, de la mise en œuvre du processus de formation. Et donc, on a nécessité, effectivement, d'avoir un processus d'habilitation aux organismes de pratiquer le CCF, puisqu'on leur délègue une partie de l'organisation des épreuves certificatives. Paola, c'est normalement la diapositive 6 sur l'habilitation à mettre en œuvre le CCF pour les CFA. C'est parce que ça bouge plus là. Ah. Je le déroule et puis le diaporama va arriver juste ensuite. Oui. Donc cette demande d'habilitation, elle est donc proposée à tout organisme de formation, donc CFA. Hein, on a un arrêté qui le précise, un arrêté de juin 2020 qui vient le préciser effectivement, qui a été un arrêté revu par rapport à un arrêté précédent qui avait été pris en 2015. Et donc la demande d'habilitation, elle est faite par l'organisme de formation et elle est faite pour un périmètre donné. Et ce périmètre, c'est le diplôme et la spécialité professionnelle. Ce qui signifie qu'un CFA peut tout à fait avoir des diplômes et des spécialités pour lesquels il a une habilitation CCF et des diplômes et des spécialités pour lesquels le fonctionnement reste sur la base des épreuves ponctuelles en tant que telles. Cette demande d'habilitation, donc, elle est accompagnée de l'avis du conseil de perfectionnement du CFA qui est mis en œuvre et elle est complétée par des informations qui sont mises à disposition des corps d'inspection. C'est la composition globalement de l'équipe pédagogique, hein, puisqu'on le voit, le processus de formation venant un peu s'intégrer avec le processus de certification, il faut qu'on ait des éléments sur cette composition, sur l'organisation pédagogique de la formation en centre et en entreprise, et en même temps sur les modalités qui sont proposées, qui sont mises en œuvre dans le cadre du contrôle en cours de formation. J'insiste là-dessus parce qu'on voit souvent la demande d'habilitation comme étant un processus lourd et long. On a vraiment, dans les réflexions qui ont été conduites et dans les évolutions qui ont été proposées dans les arrêtés de 2015 et dans les arrêtés de 2020, essayer d'alléger au maximum les éléments qui étaient demandés par rapport à cet accord d'habilitation. Et on est vraiment sur l'idée de travailler avec le CFA pour faciliter effectivement cette mise en œuvre du contrôle en cours de formation. Une fois que cette demande d'habilitation est effectivement déposée auprès du recteur, donc sur la diapositive suivante, on a le processus effectivement qui est suivi hein, en termes d'études de l'habilitation. Donc on a une étude qui est effectuée et avec une décision donc d'habilitation à mettre en œuvre le CCF qui est prise par le recteur d'académie.
Cette habilitation, depuis 2015, elle est accordée pour 5 ans. On était précédemment, avant 2015, sur des demandes d'habilitation qui étaient renouvelées chaque année. Aujourd'hui, donc, un OF pour un diplôme donné, pour une spécialité de diplôme donné, est habilité pour 5 ans à pratiquer le contrôle en cours de formation. Euh, le, Pendant ces 5 années ou au démarrage, au moment de la première demande d'habilitation, la vérification de la conformité mise en œuvre est effectuée par les corps d'inspection et elle permet donc une intégration, par exemple, des formateurs qui sont amenés à procéder aux évaluations par CCF, de bénéficier exactement des mêmes dispositifs d'accompagnement que les enseignants qui sont amenés à le mettre en place, par exemple, dans le format scolaire. Et je dirais que tous les assouplissements qu'on a proposés également en termes de mise en œuvre de l'habilitation à mettre en place le CCF s'appuient sur la nouveauté qui a été installée par la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, c'est-à-dire de proposer aux certificateurs d'avoir une mission de contrôle pédagogique des actions de formation par apprentissage. Et donc, on a dans chaque rectorat une mission de contrôle pédagogique, alors qui va aller regarder un peu l'approche pédagogique proposée par le CFA, qu'il soit habilité au CCF ou non, mais qui en tous les cas permet d'intégrer en même temps cette habilitation CCF dans le contrôle pédagogique et conduit plus globalement. Voilà un peu sur les approches de l'habilitation, vraiment très fortement simplifiées par rapport à ce qui pouvait être mis en place il y a ne serait-ce que 5 ans, hein, par les 2 arrêtés successifs de 2015 et de 2020 qui ont été proposés. Donc là, je vous ai présenté un peu les principes du CCF, je vous ai présenté le contour de l'habilitation. On pourra vous mettre à disposition le lien sur l'arrêté d'habilitation, bien entendu, qui est en cours. Et l'idée, c'était pour moi, dans les 2 dernières diapositives, de faire le lien avec le développement de l'apprentissage actuellement et ce qui a permis de mettre en œuvre la liberté sur la loi sur la liberté de choisir son devenir professionnel. Donc sur la diapositive suivante, on a effectivement le schéma de ce qu'on peut rencontrer de plus en plus effectivement dans l'apprentissage, qu'est l'arrivée à des moments très différents de l'année d'apprentis qui vont signer des contrats d'apprentissage, non plus, comme je le disais tout à l'heure, sur des formats calés sur les années scolaires, mais qui vont pouvoir arriver à des moments très différents, avec des adaptations de parcours qui sont attendus des CFA, avec des démarches de positionnement pédagogique qui doivent être mises en œuvre, de manière à avoir des parcours qui soient ajustés, des durées de contrat qui soient adaptées au parcours que l'on propose de formation de l'apprenti. Et donc, on le voit là dans le processus qui est proposé. Ma première flèche pourrait concerner un apprenti effectivement qui serait présent sur 2 années classiquement. Ma deuxième flèche serait un apprenti qui arriverait plutôt en septembre et qui, au final, compte tenu du positionnement, des diplômes déjà obtenus par ailleurs, etc., pourrait bénéficier d'un parcours en formation par apprentissage simplement d'1 année. Un troisième apprenti qui pourrait arriver en décembre pour effectivement à peu près 1 année et demie de formation et pour présenter son diplôme au bout des 18 mois de formation. Un autre qui pourrait arriver en janvier pour bénéficier simplement d'un complément de formation de 6 mois pour passer ses épreuves parce que déjà bénéficiaire d'un certain nombre d'acquis et autres. Et donc, on a des configurations comme ça très différentes là-dessus. Et on pense que le contrôle en cours de formation doit permettre effectivement plus facilement d'accompagner ce processus de formation et de certification de l'apprenti qui est conduit. Et la diapositive suivante vous présente un peu les différentes réflexions qu'on est en train de conduire pour les diplômes professionnels en matière de certification. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut adapter le processus de certification, où on voit bien qu'actuellement, on a des épreuves certificatives qui sont positionnées systématiquement en juin et plutôt pensées pour des arrivées en formation qui sont en septembre. Et l'idée, c'est de regarder un peu comment le processus de certification pourrait s'adapter à cette arrivée d'apprentis, d'ailleurs valable aussi pour les stagiaires de la formation continue, peut-être un peu moins pour les élèves, mais aussi pour les stagiaires de la formation continue, pour l'arrivée donc de ces nouveaux apprenants à des moments différents de l'année. Et on est en train de regarder pour voir un peu, alors non pas sur des logiques qui seraient définies pour tous les diplômes professionnels, mais ça serait plutôt, puisqu'on a des relais au sein de chacune des académies sur le processus certificatif, ça serait de regarder au sein de chaque rectorat, de chaque territoire relevant d'un rectorat, quels seraient les besoins, sur quelle spécialité et sur quel diplôme et sur quelle spécialité les besoins seraient, mais de voir pour que quand on a une action de formation par apprentissage débouchant sur un diplôme professionnel où on voit qu'on a une arrivée importante de candidats, par exemple au mois de janvier,
pour une inscription effectivement à venir en formation, de voir pour qu'on puisse avoir des périodes d'inscription aux examens qui soient en plus grand nombre proposés que le format d'inscription actuel où on a, par exemple, pour le baccalauréat ou pour le CAP, des inscriptions qui se déroulent plutôt en novembre-décembre, et de voir un peu pour qu'on puisse avoir des périodes d'inscription aux examens qui soient plus fréquentes. Même principe, on a une session pour les épreuves ponctuelles qui est la session de juin. On a d'autres épreuves ponctuelles qui sont proposées lors de la session de septembre. Mais cette session est une session de remplacement, c'est-à-dire qu'elle n'est mise à disposition que des candidats déjà inscrits à la session de juin. Et là, on est en train de réfléchir pour voir si on pourrait éventuellement ouvrir également cette session de septembre à d'autres candidats que ceux déjà inscrits pour la période de juin, de manière à avoir un deuxième temps effectivement possible de présentation des épreuves qui resteraient en tant que telles en fonction. Et puis, on est en train de regarder également si on pourrait prendre appui sur les différents jurys de délibération des diplômes qui sont organisés. Donc, on a traditionnellement le jury de juin, on a traditionnellement le jury de septembre par rapport aux épreuves de remplacement. Et puis, on a les jurys qui sont organisés à l'automne et au printemps pour essentiellement la VAE et depuis quelques années pour la validation des blocs de compétences qui sont proposés. Et donc l'idée, c'est de regarder si on pourrait également s'appuyer sur ces 4 temps de jury de délibération de manière à pouvoir délivrer les diplômes à des moments effectivement qui seraient différents là-dessus. Et donc je vous ai schématisé l'exemple de parcours que l'on étudie actuellement en termes de mise en œuvre. Hein, je le rappelle, pas généralisé pour l'ensemble des diplômes professionnels, mais qui serait en fonction des besoins locaux qui seraient détectés et qui serait par exemple pour un candidat donc, qui rentrerait en formation en octobre, de regarder comment est-ce qu'on pourrait le faire travailler sur le processus effectivement de formation jusqu'aux épreuves de juin, que le CFA du coup qui a ce candidat puisse préparer ce candidat en considérant que les épreuves seront passées, les épreuves ponctuelles seront passées en juin, que toutes les épreuves en contrôle en cours de formation pourront être passées tout au long du processus de formation qui, lui, va continuer à se dérouler jusqu'en novembre, et que donc les résultats du jury, qui pourrait être celui de novembre, pourraient s'appuyer sur les épreuves ponctuelles de juin et sur les épreuves en contrôle en cours de formation qui seront proposées effectivement sur l'ensemble du processus de formation. Et là, on voit bien par cette illustration la place importante qu'occupe le contrôle en cours de formation dans l'accompagnement du parcours de l'apprenti là-dessus, et dans la possibilité d'adapter le processus de certification au parcours directement de l'apprenant qui est proposé. Voilà un peu sur le schéma d'ensemble du contrôle en cours de formation, qui permet de rappeler un peu les principes, de rappeler le fonctionnement avec l'habilitation, et puis en même temps de vous donner un peu les perspectives de ce sur quoi on est en train de porter une réflexion, de manière à pouvoir s'adapter au nouveau contexte actuel de mise en œuvre des contrats d'apprentissage. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense qu'on peut laisser la parole à Thierry Joseph. Oui, merci Paola. J'espère que vous m'entendez bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Je regardais la liste des participants, j'ai vu beaucoup de noms connus, et donc mes propos vont résonner de manière un petit peu répétitive auprès de certains d'entre vous. Mais la démarche qui a été la nôtre et la commande qui a été celle de Paola sur ce séminaire, c'est de vous présenter les points clés du dispositif ECVET, d'insister sur un certain nombre d'éléments significatifs de ce dispositif, sans vraiment rentrer dans le détail, et tout ça en faisant écho à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire donc comment rapprocher cette initiative qui fixe un certain nombre de points clés, de principes fondateurs, de les raccrocher au contexte spécifique des diplômes de l'éducation nationale et dans un environnement particulier qui est celui de l'apprentissage. Alors Paola, si tu peux partager le diaporama. Donc, oui, j'arrive. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, mais ça va venir. Voilà, donc l'intitulé du webinaire, je l'ai repris sur cette première diapo, c'est comment faciliter
la mobilité européenne certifiante des apprentis, donc avec les points clés que sont certifiante et apprentis, donc avec cet objectif de certification, dimension certificative, et dans un contexte qui est celui spécifique, qui est celui de l'apprentissage. Donc la première diapo, la diapo qui suit, consiste à revenir sur la signification du sigle ECVET, qui est donc dans sa traduction française système européen de crédit pour l'enseignement et la formation professionnelle, qui a été mise en place pour deux grands objectifs: faciliter la mobilité transnationale, faciliter les apprentissages tout au long de la vie, et dans un environnement global, donc dans un ensemble d'initiatives qui vont toutes dans une même direction, c'est-à-dire contribuer à la transparence des compétences et des certifications. Sans être trop long sur cette diapositive-là, vous connaissez tous d'autres initiatives européennes, d'autres instruments européens, le cadre européen des certifications qui aujourd'hui permet de comparer finalement ou de vérifier si on parle des mêmes niveaux de diplômes. Donc, d'ailleurs, la France aujourd'hui s'est alignée sur le cadre européen. Vous le connaissez tous, Europass. Et ECVET est une initiative qui rentre dans cette démarche-là de meilleure transparence des compétences et certifications. Alors, sur la diapositive suivante, j'insiste sur, outre le titre du sigle ECVET, système européen, moi je dis souvent que c'est peut-être avant tout une démarche. Ça permet en tout cas d'initier une démarche qui contribue à la valorisation prise au sens large d'une mobilité, et valorisation qui peut aller jusqu'à une dimension certificative, j'y reviendrai après. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que la mobilité est un plus dans un parcours. Comment valoriser le plus, la plus-value, la valeur ajoutée qu'une mobilité apporte à un apprenant? Donc cette question de valorisation, elle est importante. Mais quand on évoque la valorisation, se pose aussi la question de l'intégration de la mobilité dans la formation. Et ça aussi, ce mot intégration, pour moi, il est important. Intégration dans la vie de l'établissement, intégration dans l'organisation pédagogique, intégration dans le processus de formation et intégration aussi dans le processus de certification. Donc, c'est une démarche qui oblige à se poser des questions et à trouver des éléments de réponse structurés en matière d'intégration. Et donc, le dernier mot qui est clé, moi, que j'associe à cette démarche, c'est le mot de structuration. Voilà, ECVET a quand même été une initiative qui a contribué à faire en sorte que des mobilités soient mieux structurées, plus ambitieuses, plus abouties, justement parce qu'à la clé, il y a cet objectif certificatif. La diapositive suivante commence à aborder quelques points clés de cette démarche. Et le premier d'entre eux, ou les deux premiers d'entre eux, c'est de centrer donc ce dispositif, cet outil, sur la notion d'acquis d'apprentissage. Partant d'un constat, c'est que l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle en Europe, bon, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs particularités, ont quand même tous un point commun, c'est-à-dire de contribuer à construire de la compétence et des compétences qui ensuite vont pouvoir être valorisées dans un environnement professionnel donné, donc en conduisant les publics vers le marché de l'emploi. Donc tous les systèmes ont pour objectif la construction de compétences. Et donc plutôt que le mot compétence, ce qui s'est imposé dans cette recommandation, c'est la notion d'acquis d'apprentissage. Et si on prend le terme anglais, learning outcomes, et parfois il est plus parlant ce terme anglais, j'aime pas trop le dire, je préfère souvent la traduction française, mais learning outcomes, ça veut dire qu'on s'intéresse à la variable de sortie d'un processus formatif. On s'intéresse au résultat, et ce résultat, on l'exprime en acquis d'apprentissage. Ça, c'est le point clé. Et si on veut faire un parallèle sans prendre des raccourcis trop rapides, pour acquis d'apprentissage, on peut l'associer à la notion de compétence. Donc, ce qui est au cœur de la démarche, c'est cette notion d'acquis d'apprentissage. Deuxième élément, c'est la notion d'unité, c'est-à-dire le fait que des acquis d'apprentissage prennent sens dans un environnement professionnel donné
lorsqu'on les regroupe en unités qui ont du sens dans cet environnement professionnel. On peut prendre un exemple que je vais aller puiser dans le secteur de l'automobile. Par exemple, si on dit à une entreprise qu'on va travailler sur une unité d'acquis d'apprentissage, ce n'est pas très parlant, mais si on lui dit donc on veut faire travailler un jeune sur le remplacement des systèmes d'usure sur un système des pièces d'usure sur un système de freinage, c'est-à-dire remplacement de plaquettes ou de disques, ça constitue une unité dans laquelle on va détailler l'ensemble des compétences, l'ensemble des acquis d'apprentissage qui permettront de considérer que cette unité est maîtrisée, est acquise par la personne, par l'apprenant concerné. Donc ça, c'est les deux premiers points clés, la notion d'acquis d'apprentissage qu'on regroupe en unité. Et là, on peut déjà faire un premier lien avec ce qui a été dit avant, notamment donc, la construction des référentiels. Le terme d'unité, on le voit apparaître dans les référentiels, et donc dès qu'on se plonge dans la lecture approfondie de ces référentiels, il n'est pas difficile de faire le lien entre l'écriture de ces référentiels et ce que je viens d'évoquer avec vous. Sur la diapositive suivante, vous voyez apparaître le mécanisme que propose de mettre en œuvre EGVET dans le cadre d'une mobilité. Et là, on parle de mécanismes de transfert, de reconnaissance et d'accumulation donc d'unités, d'éléments donc de certification qui permettent l'obtention progressive d'une certification. Bon, ce schéma, bon, je le trouve assez parlant. Bon, je vais le commenter 2 minutes. On voit bien qu'il y a finalement une relation qui se construit entre une structure d'accueil et une structure d'envoi. Une structure d'accueil à laquelle on a confié finalement un objectif d'acquisition d'un certain nombre d'acquis d'apprentissage. Ces acquis d'apprentissage constituant une des pièces de ce puzzle qui est représentée sur cette diapositive, et pièce qui est au retour de mobilité vient s'intégrer, vient trouver sa place dans l'ensemble du processus de formation et de certification dans lequel un apprenant est engagé. Donc, on voit bien donc, ce lien, ce processus de transfert d'éléments donc, de formation, d'éléments d'un parcours entre une structure qui accueille un apprenant et une structure d'envoi qui va ensuite, au retour des apprenants, s'appuyer donc sur ce qui a été vu, sur le résultat obtenu à l'issue d'une mobilité. On voit bien que il y a d'un côté une structure d'accueil qui va évaluer les acquis d'apprentissage et une structure d'envoi qui, au retour, va récupérer ces acquis dans ce processus de transfert et donc les valider pour rentrer dans cette démarche d'accumulation et de reconnaissance. Ce schéma, je le trouve assez parlant pour des centres de formation d'apprentis, dans la mesure quand même où la mécanique fondamentale, la mécanique pédagogique fondamentale donc on déploie en apprentissage, c'est ces allers-retours permanents entre un centre de formation et une entreprise. Et ces allers-retours, ils doivent être organisés, ils doivent être structurés et nécessitent tout au long du parcours des transferts qui permettent de prendre appui sur ce qui a été fait en entreprise, sur les résultats acquis en entreprise, de manière à les intégrer dans le processus de formation globale en apprentissage. Et là aussi, si on veut faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure pour le contrôle en cours de formation, on voit bien que donc, pour les établissements qui pratiquent déjà le contrôle en cours de formation, on s'appuie sur une entreprise, sur ce qu'elle a pu mettre en œuvre, sur ce qu'elle a pu évaluer, pour l'intégrer, c'est les résultats de ces évaluations dans le processus de formation et dans le processus certificatif. Et donc ce mécanisme qui vise à représenter ce que EGVET propose de mettre en place, finalement, il doit être relativement familier à un centre de formation d'apprentis. C'est ce que je dis régulièrement quand j'interviens. Finalement, c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, c'est quelque chose que vous mettez déjà en œuvre. Bon, la seule différence, c'est que là, vous allez le mettre avec un partenaire étranger, donc dans une expérience de mobilité, au lieu de le mettre en œuvre avec l'entreprise qui accueille habituellement l'apprenti, mais fondamentalement, on est sur des mécanismes de même nature et sur un mécanisme de transfert
de connaissances, de savoirs, de compétences donc mises en œuvre, acquises, construites dans un contexte et qu'on veut récupérer et s'approprier donc dans un autre contexte. Voilà le mécanisme donc qui est derrière cette recommandation EGVET. Alors, si on passe à la diapositive suivante, Paola, le deuxième point clé sur lequel moi je souhaite insister chaque fois que j'ai l'occasion de faire ce genre d'intervention, c'est qu'il s'agit de mettre en place, finalement, pour que ça fonctionne, tout ça, il faut qu'on mette en place une démarche coopération et de co-construction de ce qui va donc être mis en œuvre entre l'établissement qui est à l'origine donc d'un projet de mobilité, donc une structure d'envoi, la structure qui va accueillir les apprentis, qui peut être une autre entreprise à l'étranger ou un établissement partenaire, et puis un certificateur, l'éducation nationale en l'occurrence, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'évoquer les diplômes d'éducation nationale. C'est important de le signaler parce que moi, dans mes différentes interventions, j'ai souvent eu l'occasion de constater que parfois on rencontre des situations dans lesquelles le représentant du certificateur, le représentant de l'éducation nationale, donc sur un diplôme du ministère, n'a pas forcément été associé au projet aussitôt qu'il aurait fallu. Donc ça peut créer des situations dans lesquelles on peut parfois avoir des difficultés à faire valider un projet, faire valider une démarche. Donc c'est vraiment une démarche de co-construction qui associe l'ensemble des acteurs depuis le début jusqu'à la fin du processus. Et donc j'ai vraiment souligné en rouge que le certificateur, quel qu'il soit, doit être associé au projet lorsqu'il y a une dimension certificative dès son origine. Et on aurait pu rajouter là-dessus qu'il faut aussi associer évidemment l'apprenant qui a un rôle à jouer, l'apprenti, et son employeur, le maître d'apprentissage, parce que valoriser un projet de mobilité, c'est le valoriser aussi dans une démarche pédagogique, une démarche certificative, mais c'est le valoriser auprès du jeune et aussi auprès de son employeur, qui sont évidemment des acteurs clés de ce processus. Si on continue, Paola, sur la diapositive d'après, quelques mots sur le qui fait quoi. On voit bien, pour reprendre ce que je commençais à évoquer, c'est qu'on a donc ces partenaires donc, qui sont impliqués dans le développement de ces projets de mobilité à portée significative. D'abord, la structure d'accueil qui va déléguer une partie de la formation, une partie du processus de formation, la structure d'envoi, pardon, qui va le déléguer une structure d'accueil et qui va commander un résultat exprimé en acquis d'apprentissage. Donc, il faut que ce résultat soit attendu, soit clairement exprimé, qu'il soit explicite, de manière à ce que la structure d'accueil puisse proposer, si c'est une entreprise, des activités adaptées à ce résultat. Voilà. Et donc ça fait partie du travail préparatoire qui doit y avoir lieu entre l'ensemble des partenaires, structure d'accueil, structure d'envoi, de manière à ce que la commande, le résultat attendu soit clair, soit compris par la structure d'accueil, et donc de manière aussi à ce que la structure d'accueil soit en mesure de proposer des activités adaptées. Ce sont les mêmes questions qu'on se pose entre un centre de formation d'apprentis et une entreprise qui accueille ses apprentis, où en permanence, on doit s'assurer que le résultat attendu à l'issue d'une phase de mobilité, une phase d'alternance, soit bien celui qui était espéré. Ça, c'est pour la partie préparatoire. La diapositive suivante, c'est, Paola, je te laisse, voilà, c'est le pendant de la mobilité et c'est le résultat attendu à l'issue de la mobilité. À l'issue de la période de mobilité, la structure d'accueil évalue les acquis d'apprentissage, les compétences, pour faire simple, avec des grilles, des outils, des procédures qui ont été définies par la structure d'origine des apprenants. Et si on veut que ce résultat ait une dimension certificative, il faut que ces outils, ces démarches et processus soient compatibles avec le cadre réglementaire. Et là, on va revenir à ce qui a été dit précédemment sur le contrôle en cours de formation. Le contrôle en cours de formation propose un cadre, définit ce qui peut être évalué donc hors les murs d'un établissement, ce qui peut être évalué en entreprise, comment ça doit être évalué. Évidemment, il faut que la structure d'accueil
puisse s'approprier donc ce cadre, puisse s'approprier ces outils, ces démarches, de manière à être parfaitement au clair sur le résultat attendu et la manière de l'évaluer. Et puis au retour, la structure d'envoi récupère ces résultats au travers d'un relevé individuel de résultats et valide, si tout s'est bien passé, le résultat qui a été transmis par la structure d'accueil. Alors j'ai mis entre parenthèses ou non, parce que bon, on peut aussi imaginer que dans certains cas, il y ait un processus qui ne se soit pas mis en œuvre comme il aurait dû l'être. Ça peut se passer dès lors qu'on fait du contrôle d'un cours de formation. Il peut y avoir des entreprises qui parfois ne respectent pas le cadre et les consignes. Et donc ça, c'est la responsabilité de la structure d'envoi que de s'assurer de la validité du résultat transféré par la structure d'accueil. Et puis, dernière diapositive, au final, si tout ce processus est mis en place, donc conformément au cadre réglementaire, eh bien, le certificateur, donc en l'occurrence l'éducation nationale, intègre donc ces résultats dans le processus de certification tel que défini dans ce cadre réglementaire et donc reconnaît donc la validité de ce qui a été évalué, validé pendant la phase de mobilité. Dernier point, ou avant-dernier, concernant un des principes clés associés à ECVET, c'est que tout ce processus, finalement, pour en garantir la fiabilité, pour en garantir la qualité, finalement, il faut le mettre sur le papier, il faut le formaliser de manière à bien définir le qui fait quoi, comment on le fait, dans quelles conditions, etc. Et donc, il faut insister sur la nécessité de cette formalisation au travers d'un support, alors qu'on peut appeler contrat pédagogique, accord de partenariat, on voit différents noms, mais en tout cas, dans la mesure où on est dans le cadre d'un contrat finalement et d'une commande entre deux partenaires, le cadre de cette commande, il est défini dans ce contrat pédagogique qui permet de mettre sur le papier l'ensemble des démarches, outils, procédures, dispositions liées à ce que je viens de vous décrire. Et ça, c'est un point clé aussi du processus proposé par cette recommandation ECVET, la formalisation de manière à rentrer dans un cadre qualité permettant de garantir à l'ensemble des acteurs la fiabilité du résultat. J'en ai presque terminé, là je regarde le temps, là je ne suis pas trop éloigné du temps qui m'avait été accordé, donc Paola, si tu peux passer à la dernière diapo, je crois. Voilà, pour résumer, donc bon, ce schéma-là, ce cercle que j'appellerais vertueux, donc si on veut que tout ça fonctionne correctement, il montre bien qu'il y a 3 temps, et ça surprendra personne dès lors qu'on parle de mobilité. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Voilà. Donc, qu'est-ce qui doit se faire avant? Donc, c'est toute la phase préparatoire où l'organisme d'envoi va définir le résultat attendu en termes d'acquis d'apprentissage regroupés en unités. Toute cette démarche qui va être mise en œuvre pour obtenir ce résultat avec des partenaires entreprises ou autres établissements de formation sont consignés dans un cadre formel, donc il peut être un contrat pédagogique ou un accord de partenariat. Et c'est sur la base de ça que pendant la mobilité, les structures d'accueil vont développer donc des activités qui permettront à l'issue de la mobilité d'évaluer dans les conditions qui ont été définies dans ce contrat pédagogique. Et au retour, donc après mobilité, l'organisme d'emploi récupère ses résultats. Si tout s'est bien passé, les valide. Et si on est dans un cadre qui permet donc de donner une dimension certificative, le certificateur qui a été associé à la démarche intègre ces résultats dans le processus de certification et donc les reconnaît en leur donnant une dimension certificative. Et ce processus, finalement, on pourrait presque prendre le même schéma sans parler de mobilité. C'est ce qu'on fait dans un CFA dès lors que on a ces allers-retours permanents pendant 1 an, 18 mois, 2 ans, sur des durées variables, entre un centre de formation et des périodes en entreprise. Le contrôle en cours de formation, puisque c'est l'instrument réglementaire qui permet d'autoriser à ce que des évaluations aient lieu en dehors du mur du CFA,
ces instruments à ces diverses dispositions réglementaires, bon, se mettent en œuvre dans le cadre d'un processus normal de formation en apprentissage, mais ils se mettent en œuvre de la même manière en mobilité, avec une nuance qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas fondamentalement non plus différente, c'est que le partenaire est à l'étranger, donc il y a nécessité de l'associer, de l'informer, de souvent traduire les documents. Mais pour les établissements, le processus finalement pédagogique, le processus certificatif, est celui qui se met en œuvre dès lors que l'établissement de formation, le CFA, est habilité à mettre en œuvre le CCF. Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'a été alloué donc aujourd'hui sur le processus ECVET, en insistant vraiment sur ces points clés: acquis d'apprentissage, unité d'acquis d'apprentissage, ça c'est le cœur de la démarche, la notion de contractualisation entre les partenaires, et aussi un mot-clé que je n'ai pas utilisé et sur lequel je vais terminer, c'est le fait que tout ça, ça marche si la coopération s'est construite dans un environnement qui permet de construire de la confiance mutuelle, parce qu'il faut aussi accorder crédit, et le mot crédit, il peut aussi se déployer à ce niveau-là. Il faut accorder crédit aux partenaires avec lesquels on travaille, il faut que la confiance s'installe, et c'est sur la base de cette confiance que finalement le dispositif ou la démarche que je vous ai présentée pourra se développer. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de retard par rapport au time schedule qu'on s'était fixé, mais ce n'est pas grave du tout, parce que je pense que les interventions sont très intéressantes. Et je laisse la parole du coup à la troisième intervention de Brigitte Trocmé. Brigitte. Oui, merci beaucoup pour ces deux interventions et j'ai notamment je suis pleinement en accord avec ce que disait Thierry sur, au fond, la continuité de ce process en mobilité avec ce qu'est le quotidien d'un organisme de formation. C'est-à-dire on est vraiment dans le même type de process et de relation avec un partenaire à qui on confie une partie de la formation et le cas échéant de l'évaluation. Je vais peut-être, vu l'heure, et parce que je pense que nous ne pourrons pas prolonger, enfin en tout cas pour ma part, j'embraye assez rapidement après avec une autre réunion. Je vais peut-être être plus rapide puisqu'on est sur un sujet un petit peu périphérique qui est celui de l'unité facultative de mobilité. Rappelez que cette unité elle a été créée à titre expérimental pour le baccalauréat professionnel en 2014. Et l'idée était bien de dire, on sait que la plupart des mobilités en formation professionnelle sont courtes, hein, pour des raisons qu'on connaît, mais ces mobilités courtes, il convient de les valoriser, de les rendre plus attractives et au fond de prendre l'habitude, dans le partenariat avec le partenaire étranger, de formaliser un petit peu ce qui peut être de l'ordre de l'évaluation des compétences à l'étranger, tout en les sécurisant totalement. Donc l'unité facultative, le principe d'une unité facultative, c'est qu'elle ne peut donner que des points elle ne peut qu'apporter des points, puisqu'au fond, lorsqu'on a des points supérieurs à la moyenne dans une unité facultative d'un examen, ils viennent en complément. Si jamais on avait des points inférieurs à la moyenne, ils ne pénalisent pas la moyenne générale du candidat. Ce qui est un moyen de sécuriser les jeunes par rapport à la mobilité et à l'évaluation en mobilité, parce qu'on savait dans les études qu'on avait fait dans l'installation d'ECVET qu'il y avait une certaine appréhension des jeunes quant à la possibilité d'être évalués à l'étranger, avec entre autres la crainte d'être évalué en langue étrangère et dans un contexte qu'on connaît moins. Donc l'idée, c'est vraiment de donner de l'appétence et de valoriser ces mobilités, y compris quand elles sont courtes. Il y a donc un référentiel des compétences évaluées qui sont avec deux grands blocs, au fond, la découverte professionnelle à l'étranger, l'appréhension du contexte professionnel dans lequel on est placé à l'étranger, même sur une période courte, et puis la découverte et la compréhension des éléments culturels différents qui sont eux aussi importants en termes de compréhension pour l'avenir des mobilités, je dirais des jeunes, notamment quand ils feront des mobilités plus longues. Donc cette unité sur le bac pro a rencontré un grand succès puisque dès la première année, elle a eu près de 4000 candidats, dont un certain nombre d'apprentis. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous avaient pu l'utiliser. Elle en a eu près de 8000 4 ans après.
Et donc, il a été décidé de la pérenniser et de l'étendre à l'ensemble des diplômes professionnels, donc également au CAP, BMA, mention complémentaire, brevet professionnel, etc., sous réserve pour ceux-ci que le référentiel de spécialité précise qu'il y a cette unité, qu'il y a possibilité d'avoir cette unité dite de mobilité. Ce qui se fait au fil de l'eau des rénovations des spécialités de diplôme, sachant que ces rénovations se sont largement sur un rythme accéléré, puisque désormais elles doivent avoir lieu tous les 5 ans. En tout cas, cette revue des diplômes a lieu au maximum tous les 5 ans. Donc voilà, l'évaluation de cette unité facultative se fait pour partie à l'étranger, selon un dispositif qui ressemble un petit peu à celui qu'évoquait Thierry, c'est-à-dire que une partie des compétences, notamment celles relatives à la compréhension du contexte professionnel, la réalisation de tâches simples sous contrôle, l'évaluation est confiée aux partenaires étrangers. Et puis, il y a l'autre partie qui est plus la compréhension du contexte culturel et la capacité à comparer, y compris le contexte français au contexte étranger, sont-elles faites au retour de la période de mobilité par l'équipe de l'établissement d'envoi, selon une forme qui est elle aussi celle du contrôle en cours de formation, si l'on peut dire. Donc voilà, pour vous dire que cette unité de mobilité est désormais étendue possiblement à tous les diplômes professionnels. Elle peut d'ailleurs être combinée avec l'évaluation d'unité obligatoire du diplôme. C'est-à-dire que ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. On peut tout à fait, sur une mobilité longue, en plus de l'évaluation des unités obligatoires, choisir de présenter cette unité facultative, ce qui est un moyen d'avoir entre guillemets des points supplémentaires. Ça peut permettre d'avoir une mention, par exemple, au diplôme, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je ne suis pas plus longue vu l'heure, puisqu'on voulait garder un tout petit temps de questions orales si possible. Et puis, nous pourrons vous envoyer les liens vers les documents et les arrêtés de création de ces unités facultatives avec leur référentiel. Et justement, Brigitte, il y a une question pour toi, je pense. Ces dispositifs concernent-ils aussi l'apprentissage à l'enseignement supérieur? Alors, je ne parlerai pas pour l'enseignement supérieur. Non, non. Alors, l'unité de mobilité, non, elle n'existe pas dans l'enseignement supérieur, du moins pas sous la même forme. Dans l'enseignement supérieur, y compris le BTS, même si le BTS est souvent dans la continuité des enseignements des diplômes professionnels de niveau 3 et 4, et du ressort du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est dans la logique des ECTS, et donc des crédits comme dans l'université, et non pas des ECVET. Même si, de fait, les référentiels des BTS sont construits sous une forme qui ressemble à celle des bacs pro. Donc non, je ne peux pas parler pour l'enseignement supérieur, ce qui n'empêche nullement de faire des mobilités en BTS, par exemple, à caractère formatif, etc., ça c'est tout à fait possible, mais la modalité que nous avons décrite ne s'applique pas à l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Brigitte. On a une autre question, cette fois-ci, je pense plutôt adressée à Thierry. Est-ce qu'il y a une différence des certifications entre ECVET et Europass de la part de Nadine? Oui, j'ai vu la question. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. J'ai vu la question. Il y a une différence, enfin, sans trop rentrer dans le détail, c'est qu'Europass n'est quand même pas un processus, c'est pas un outil certificatif. C'est un outil de valorisation d'une mobilité, donc avec une plateforme qui vient d'être mise en place. C'est un dispositif qui permet de laisser une trace, une expérience à l'étranger. C'est un dispositif un peu à multiples facettes qui permet de créer des CV sur mesure aujourd'hui au travers d'une plateforme qui permet de valoriser des compétences au travers donc d'expériences à l'étranger. Mais ce n'est pas un processus certificatif Europass. Contrairement à ECVET qui, bon, lorsqu'on le raccroche à un cadre réglementaire, permet de donner une dimension certificative à une mobilité. Donc, enfin, voilà, moi, ce que j'aurais tendance à répondre à cette question-là, c'est que c'est deux outils complémentaires. Ce que Brigitte l'a évoqué, entre l'unité facultative et ECVET, et puis maintenant, on vient d'évoquer Europass, on a un certain nombre d'instruments qui permettent de valoriser, ça c'est le terme un peu générique, les mobilités. Europass est un outil de valorisation,
mais ce n'est pas un outil de certification. Merci beaucoup Thierry. Il y a une participante qui nous signale que les BTS Europlastique a effectivement une option permettant la mobilité européenne. Alors, je connais le processus puisque j'ai été associée à sa création qui est assez ancienne, hein, qui est d'ailleurs antérieure à ECVET et qui fait partie des choses qu'on a examinées quand on a travaillé sur ces problématiques-là. Oui, c'est un dispositif un peu différent puisque c'est au fond une option qui repose sur une mobilité qui est une espèce de mobilité supplémentaire. Donc, on est plutôt sur la logique qu'on connaît par ailleurs dans Europass, la possibilité d'avoir des mobilités post-diplôme. Hein. Donc, c'est un peu particulier. Donc, je le redis, il y a eu beaucoup de travaux sur les histoires de BTS à référentiel commun européen, etc., dans des années qui ont précédé la mise en œuvre d'ECVET. Mais c'est un peu différent. Je le redis, le ministère de l'Enseignement supérieur a vraiment souhaité intégrer le BTS dans le dispositif ECTS, qui n'a pas forcément simplifié les choses du point de vue du continuum de formation. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions qui s'affichent. Oh non, je viens de dire, et voilà qu'il y en a une qui arrive. Peut-on avoir des bourses Erasmus pour des apprentis en BTS? Oui, c'est-à-dire, c'est plutôt l'agence Erasmus+, qui, voilà, Sylvain, voilà, qui est en train de répondre. Merci Sylvain. En tout cas, oui, tout à fait. Mais les BTS relevant de l'enseignement supérieur, il s'agira du coup de présenter des projets et des mobilités pour l'enseignement supérieur. Voilà, merci beaucoup Sylvain. Tu as pu ma réponse. Voilà. L'idée que nous avons, alors avant tout, je voudrais remercier Sébastien, Thierry et Brigitte. L'idée, c'est qu'on puisse continuer cet échange au fil des mois à venir, au cours de 2021, qu'on puisse collecter du coup les remontées du terrain. On va voir sur quelle forme, mais en tout cas qu'on puisse, Euromobility puisse collecter les remontées et essayer de trouver, de donner des réponses pragmatiques à vos expériences. On va vous partager avec vous les différents documents via un espace partagé commun qui vient d'être diffusé sur la chat par Alice et Guillaume, qui au demeurant, je remercie beaucoup. Ce sont les autres collaborateurs d'Euromobility. On pourra aussi, on vous demandera aussi de remplir un formulaire avec vos contacts pour qu'on puisse avoir un tableau, un panorama des différents participants à la réunion de ce jour. Je répète encore une fois, la réunion va être, elle est en ce moment enregistrée en ligne et on la mettra à disposition sur notre chaîne YouTube et sur le site d'Euromobility. Voilà, je pense que si les autres intervenants, Brigitte, Thierry et Sébastien n'ont pas d'autres commentaires, je pense qu'on peut se dire à très bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Paola. Et surtout, merci. Mille merci pour votre participation. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.